La matinale d'Exact sur EDJ-FM. Bonjour à tous, bon réveil, bienvenue, c'est la matinale d'Exact qui commence en ce jeudi 24 avril 2025. Au programme de notre émission ce matin, notre info de la semaine sera consacrée bien sûr à la mort du pape, on l'a appris ce lundi. Des hommages se sont tenus partout dans le monde, surtout il se pose désormais la question de la succession du souverain pontife. Que va-t-il se passer désormais? On va décrypter tout ça. À l'international, Donald Trump déplore que le conflit entre l'Ukraine et la Russie perdure et il a fait des propositions d'échange de territoire et de bons procédés pour tenter de trouver une solution. Vicky Varroquet viendra nous détailler les propositions du président des États-Unis. On va parler aussi de surpopulation carcérale. Et oui, on le sait, nos prisons sont pleines en France. Les conditions de détention sont souvent compliquées. Et avec les récentes attaques de plusieurs centres pénitentiaires, les agents disent tout simplement stop. Quelle solution peut-on trouver à ça? On va donner quelques pistes ce matin. On parlera aussi du concours de piano qu'a lancé la SNCF sur ses réseaux sociaux. L'occasion de mettre en avant les pianos installés dans 71 gares de France pour faire place à la musique. On entendra un candidat qui a participé à ce concours. Et puis on accueillera aussi notre invité, Pascal Thiriot, le président de l'association Azur Sport. Il organise le semi-marathon international de Nice qui se déroulera ce week-end. L'occasion de mettre en lumière ce temps fort qui permet de se dépenser dans le cadre magnifique qu'offrira aux coureurs la promenade des Anglais à Nice. Voilà le programme ce matin. Avant ça, voici les dernières actualités présentées dans le flash de la rédaction par Olivier Leclerc. Bonjour Olivier. Bonjour, la basilique Saint-Pierre se prépare à accueillir pour la deuxième journée consécutive des milliers de fidèles venus rendre un dernier hommage au pape François. Hier, ils étaient déjà plus de 20 000 à s'incliner devant sa dépouille exposée au Vatican. Les obsèques auront lieu samedi en présence de nombreuses personnalités. Ce jour-là, la France mettra ses drapeaux en berne, une décision qui fait débat. Certains responsables politiques dénoncent une laïcité à niveau variable. À Orléans, le mineur jugé pour l'agression d'un rabbin en mars dernier a été condamné à 16 mois de prison ferme, 12 mois pour les violences et 2 autres affaires et 4 mois supplémentaires pour avoir refusé un prélèvement biologique lors de sa garde à vue. Le Pass-Rail jeune ne sera pas reconduit cet été. Destiné aux 16-27 ans, il permettait des voyages illimités en TER et Intercité en juillet et en août. Mais le dispositif lancé à titre expérimental n'a pas trouvé son public. Seul un tiers des billets disponibles ont été écoulés. Après avoir visité Mayotte lundi et la Réunion mardi où il a évoqué l'épidémie de chikungunya, Emmanuel Macron poursuit aujourd'hui sa tournée dans l'océan Indien. Il est en déplacement pour 2 jours à Madagascar où il aborde plusieurs sujets avec les autorités locales. Le syndicat pénitentiaire réclame des mesures concrètes après une série d'incidents. En 10 jours, 65 actes violents visant des établissements ou du personnel ont été recensés dans une trentaine de départements. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, accompagné de François Bayrou, était hier à la prison de Saint-Quentin-Fallavier. Il parle d'actions sans doute coordonnées. Le Premier ministre qui s'est aussi exprimé sur un sujet personnel, le témoignage de sa fille qui affirme avoir été violemment agressée par un prêtre au sein de l'établissement Notre-Dame de Bétharram. François Bayrou a déclaré que cette affaire lui transperçait le cœur. Il sera auditionné par la commission parlementaire le 14 mai. En Ukraine, un nouveau bombardement russe a frappé Kiev. Les secours déplorent un lourd bilan. Au moins 9 morts et 63 blessés, dont plusieurs enfants. Enfin du sport avec du cyclisme. La Flèche Wallonne s'est courue hier sous une météo difficile, de la pluie, du froid et la victoire qui revient à Tadej Pogačar au terme des 205 km. Le Français Kevin Vauquelin termine pour sa part deuxième. Eh bien, vous parlez de météo, Olivier. Justement, on va terminer par un point sur vos conditions météorologiques du jour. Le département des Alpes-Maritimes qui bénéficiera aujourd'hui d'une journée ensoleillée et agréable. Les températures seront douces avec des maximales atteignant 21 degrés sur le littoral, des minimales autour de 12 degrés. Demain, la journée s'annonce aussi ensoleillée et puis une petite dégradation est attendue ce week-end avec une couche nuageuse et surtout de nombreuses averses. Le Vatican a annoncé lundi le décès du pape François des suites d'un AVC. Il avait 88 ans, très affaibli. Il s'était présenté dimanche au balcon de la basilique Saint-Pierre pour sa bénédiction des fêtes de Pâques. Dans notre info de la semaine, on revient avec vous, Baptiste Etienne, sur cette personnalité qui laisse son empreinte et surtout des incertitudes au sein de l'Église. Le pape François, de son vrai nom Jorge Mario Bergoglio, est né à Buenos Aires, en Argentine, le 17 décembre 1936. Il est issu d'une famille ouvrière d'origine italienne, est né d'une famille de 5 enfants. Il a décroché un diplôme en chimie. Très proche de Dieu, il est devenu prêtre à 32 ans.
En 1998, il est nommé archevêque de la capitale argentine, puis cardinal 3 ans plus tard. Le 13 mars 2013, alors qu'il était pratiquement inconnu en dehors de son pays, il est élu pape après la renonciation de Benoît XVI. Il est ainsi devenu le premier jésuite et le premier latino-américain à occuper le Saint-Siège. Il a choisi François, en référence à Saint François d'Assise, et est devenu le premier à porter ce nom. Très vite, il a détonné avec sa spontanéité. Amateur de football et de tango, il était bien plus à l'aise en public que son prédécesseur. Le pape François était connu pour incarner une église plus simple, plus humaine et plus proche du peuple. Il avait décidé de vivre sobrement dans la résidence de Saint-Marthe et non dans le traditionnel appartement pontifical. Un détail essentiel, le pape François s'est démarqué en incarnant un Saint-Père progressiste et plutôt en avance sur son temps. Pendant plus de 12 ans, le souverain pontife a porté une voix forte sur des sujets majeurs tels que l'écologie, la pauvreté et les abus sexuels dans l'Église. Il s'est aussi engagé sans relâche pour la défense des migrants, l'environnement et la justice sociale, sans remettre en cause la doctrine traditionnelle catholique. Ce dernier a parfois bousculé les conservateurs, prônant la miséricorde, l'accueil des personnes LGBTQ+, et la réforme du Vatican. Très populaire mais confronté à une vive opposition interne, il a été critiqué par les conservateurs pour son supposé manque d'orthodoxie. Ces derniers trouvaient sa gouvernance autoritaire. Il a également laissé beaucoup d'écrits et des encycliques. Son état de santé s'est dégradé ces dernières années. Il a été hospitalisé à de nombreuses reprises. La dernière en date en février dernier à cause d'une pneumonie des 2 poumons. Il se déplaçait en fauteuil roulant depuis 3 ans. Et pour l'occasion, la ville de Nice a mis à disposition dès lundi un livre de condoléances auquel vous pouvez avoir accès pour venir écrire vos hommages au pape François. Il est accessible dans les horaires d'ouverture de la mairie. D'ailleurs, Michel s'y est rendu cette semaine pour saluer une dernière fois la mémoire du souverain pontife. Je suis une vieille dame qui vient témoigner la grande affection que j'avais pour le pape François. Il a servi bien tous les chrétiens de la terre. Il a choqué par son départ, surtout le lendemain tout ce monde était à Rome, tout le monde était dans les églises. Tout le monde attendait sa bénédiction papale. Ceci étant, Baptiste Etienne, le décès du pape ouvre une période d'incertitude pour l'Église catholique. Concrètement, que va-t-il se passer dans les jours, dans les semaines à venir ? Alors, conformément aux règles édictées par la Constitution apostolique, les funérailles du pape François seront suivies d'une période de 9 jours de deuil. Pendant ce temps, des messes solennelles seront célébrées quotidiennement à la basilique Saint-Pierre. Durant cette période, la gouvernance ordinaire de l'Église est suspendue. Seuls les actes strictement nécessaires à son fonctionnement peuvent être posés. Une autre question se pose, forcément celle de son successeur. Comment se déroule exactement cette élection et quelles sont ses particularités ? Le conclave pour élire le 267e pape de l'histoire devrait débuter entre 15 et 20 jours après la mort de François. Plus de 130 cardinaux électeurs vont se réunir à Rome. L'élection se déroule à huis clos dans la chapelle Sixtine. Pour être élu, un cardinal doit obtenir une majorité des 2/3 des voix. Ce processus pourrait durer de quelques jours à plusieurs semaines. Tout dépend en fait de la difficulté des débats entre les différentes tendances idéologiques. Le choix du successeur de François revient donc aux cardinaux âgés de moins de 80 ans. Le conclave suit une procédure très précise. Plusieurs tours de scrutin peuvent avoir lieu chaque jour. Le traditionnel panache de fumée blanche signera au monde entier qu'un pape a été élu. Et au niveau des candidats crédibles à sa succession, est-ce qu'on a déjà des noms qui se démarquent ? Quelques noms émergent, parmi tous celui de Pietro Parolin. Il est le secrétaire d'État du Vatican, considéré comme un homme de compromis mais parfois jugé trop effacé. S'ensuit Luis Antonio Tarlet, ex-archevêque de Manille, proche idéologiquement de François et porteur d'une vision sociale de l'Église. Il y a également le français Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, apprécié pour son engagement en faveur du multiculturalisme, ou encore Paolo César Costa, archevêque de Brasilia, qui représente une église jeune et en croissance. Ainsi, le choix du futur pape sera un signal fort, continuité avec l'ouverture prônée par François au retour vers une ligne plus conservatrice, une décision capitale dans un contexte de tension idéologique croissante au sein de l'Église. Baptiste Etienne. La situation entre l'Ukraine et la Russie reste au centre des discussions depuis la fin de la trêve pascale. Donald Trump fait part de son accablement sur le dossier des négociations. Mais les États-Unis ont récemment présenté une offre finale assez controversée, Vicky Varroquier. Donald Trump et son secrétaire d'État, Marco Rubio, ont averti que le soutien américain pourrait être retiré en l'absence de progrès dans les négociations. Le reflet d'une posture de plus en plus ferme vis-à-vis de ce conflit majeur. Le président américain déclare que si pour une raison ou une autre, l'un des deux partis rend les choses difficiles, il allait simplement passer à autre chose. Cette position montre un engagement à ne pas soutenir indéfiniment des partis qui ne font pas d'efforts pour parvenir à un compromis. Lors de sa visite en Inde ce mercredi, J.D. Vance a prévenu, les deux pays vont devoir faire des échanges territoriaux pour parvenir à un accord. Le vice-président a également évoqué la possibilité de geler les lignes territoriales à un niveau proche de ce qu'elles sont aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça implique concrètement pour ces deux pays ? Pour les Ukrainiens, les États-Unis proposent une garantie de sécurité
sécurité. Elle appliquerait un groupe ad hoc de pays européens et potentiellement non européens. Washington pourrait offrir un dédommagement et une aide à la reconstruction. Selon le Washington Post, les États-Unis seraient prêts à reconnaître la Crimée comme territoire russe, une revendication majeure de Vladimir Poutine. De son côté, la vice-première ministre ukrainienne Yulia Sviridenko affirme que l'Ukraine est prête à négocier mais pas à capituler. Sur sa plateforme Trust Social, Donald Trump accuse Volodymyr Zelensky de vouloir prolonger les tueries. Cependant, le chef d'État ukrainien se dit prêt à discuter directement avec la Russie, mais seulement après une trêve. Parmi les autres revendications de Vladimir Poutine, la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. En revanche, une entrée dans l'Union européenne resterait possible. Vladimir Poutine a promis d'arrêter son invasion et de geler la ligne de front actuelle si ces revendications sont reconnues. L'administration américaine pourrait aussi lever les sanctions imposées à la Russie selon les termes d'un accord futur. Après plus de 3 ans de guerre, reste à voir si ces propositions suffiront. Vicky Varroquier. Dans quelques minutes, on va revenir sur la surpopulation carcérale avec les attaques des prisons ces derniers jours. Thomas Gut vous proposera des solutions pour sortir de cette impasse. C'est à découvrir après Georges Ezra. Voici Shotgun sur DJFM. On est en direct jusqu'à 9h. Un titre de 2018, c'était Georges Ezra sur DJFM avec Shotgun. Depuis plus d'une semaine, les nombreuses attaques sur les prisons françaises mettent un coup de projecteur sur la situation difficile des agents pénitentiaires. Véritable cible, peur des représailles, ils montrent leur inquiétude et parfois leur colère. En cause un manque de moyens et surtout une surpopulation carcérale. La France a atteint le niveau record de 81 130 détenus, soit un taux d'occupation de près de 130% pour seulement 30 000 surveillants. Vous nous proposez alors, Thomas Gut, 3 solutions pour sortir de l'impasse. La première, une prison à ciel ouvert, sans murs, sans barbelés, sans mirador. Oui, vous m'avez bien entendu. Résultat, un taux de récidive de seulement 20% en 2 ans, contre près de 50% en France. Je vous emmène tout droit en Norvège, et plus précisément sur l'île prison de Bastøy, au sud d'Oslo. Les détenus vivent dans des maisons en bois, travaillent dans des fermes, des ateliers ou dans des boulangeries. Ils gèrent leur quotidien finalement eux-mêmes, de manière autonome et responsable. Objectif, préparer à la réinsertion dans la société. Ces conditions de détention concernent les détenus en fin de peine ou condamnés pour des délits mineurs, non pas pour des criminels dangereux. Bon, la deuxième solution, c'est la justice restaurative. Et là, cap sur la Nouvelle-Zélande. C'est là-bas qu'est mis en place ce système. Il repose sur 3 piliers. La reconnaissance du tort causé par l'acte, l'instauration d'un dialogue et la recherche d'une solution entre les différentes parties. Un modèle inspiré des valeurs traditionnelles maoris. La justice restaurative se concentre principalement sur les jeunes à travers des conférences familiales de groupe. La raison, éviter une peine de prison à des mineurs. Résultat, 90% de ces conférences aboutissent à un accord. Cette méthode reste tout de même très difficile à mettre en place pour des crimes graves. Ou sinon, c'est s'appuyer sur le travail d'intérêt général ou la détention à domicile sous surveillance électronique. Ce sont 2 solutions que recommande et propose la Cour des comptes dans un rapport publié début mars. Pourtant, ces peines alternatives à l'incarcération représentent déjà 40 000 personnes en France. Mais pour les améliorer, la Cour des comptes propose notamment d'accélérer les délais de mise en application du travail d'intérêt général, multiplier les partenariats avec des structures d'insertion ou encore améliorer la gestion des alarmes électroniques dans le cadre d'une détention à domicile. Le rapport conclut que les travaux d'intérêt général et détention à domicile sont indispensables pour faire face à la saturation carcérale. Avant d'ajouter, il est urgent de mieux les structurer, contrôler et accompagner plutôt que de continuer à miser sur la construction de nouvelles prisons. Un message envoyé directement au ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Thomas Gut. Cette année, c'est la 10e année du concours À vous de jouer. La SNCF décide de récompenser les meilleurs pianistes de gare, ceux qui utilisent un des pianos disposés dans les 71 gares de France équipées. Un concours gratuit, ouvert à tous les amateurs de piano qui vise à révéler des talents. Jean Rino a participé à ce concours. Il est niçois, il raconte son expérience au micro de Lola Serge.
J'ai découvert via la page Instagram de la SNCF qui mentionnait le top départ d'un concours pour tous ceux qui souhaitent un petit peu montrer son talent de pianiste et surtout avec de magnifiques cadeaux à gagner. Piano Yamaha, des vrais pianos Yamaha, des sessions d'enregistrement en studio ou encore faire les premières parties de festival. Et ça se passe assez simplement. Donc je suis rendu à la gare de Nice. J'ai enregistré mon morceau. En tout cas, je me suis filmé en train de jouer la groupie du pianiste pendant 3-4 minutes. Et ensuite, il suffisait de l'envoyer à la page de la SNCF et puis mentionner sur Instagram plusieurs pages en lien avec le concours. Alors normalement, il y a une réponse à partir du 28 avril prochain et ensuite des sélections entre les meilleurs de chaque région pour qu'il n'y en ait qu'un. Et puis ensuite, toutes les régions viendront à Paris pour tenter leur chance. Mais non, c'est une bonne expérience. Ça permet un peu de se lancer un petit défi et de faire connaître pourquoi pas son talent de manière assez originale. Les dernières vidéos et candidatures étaient à poster ce lundi au maximum. Désormais, la SNCF va présélectionner les candidats par région et la grande finale, présidée par André Manoukian, se tiendra à Paris en juin. On prend la direction du Japon et grand saut. Une semaine après l'ouverture de l'exposition universelle d'Osaka 2025, l'heure est au premier retour. L'événement s'étend sur 6 mois et attire des milliers de visiteurs. Chaque jour, plus de 28 millions sont attendus d'ici la fin, Thomas Zorniotti. Ici, plus de 150 pays sont représentés avec des pavillons spectaculaires, chacun cherchant à marquer les esprits. Le but de ces derniers, présenter la culture, les coutumes et les technologies de son pays. Cette année, Osaka a choisi comme thème « Concevoir la société du futur pour nos vies ». Le pavillon France, lui, trône aux côtés des États-Unis, directement à l'entrée. Le savoir-faire français est mis à l'honneur et les premiers retours sont positifs, selon Victor Tesredi, directeur adjoint du protocole du pavillon. On a eu une première semaine très mouvementée, on a eu une belle affluence. On a réussi à prendre avantage de notre position centrale sur l'expo dès l'entrée pour captiver une grande quantité de touristes locaux surtout. Ce qui a le plus plu dans notre pavillon, je pense, c'est notre collaboration avec LVMH, qui est un partenaire qui a son rôle à jouer en Asie, dans un marché aussi fort que le Japon, où les produits français, notamment de luxe, sont les plus appréciés. À quelques mètres de là, le pavillon Monaco a le même engouement. Deuxième plus petit pays du monde, mais tout aussi ambitieux pour Romuald, un de ses représentants. On est très heureux d'être ici sous un beau soleil bleu. On reçoit énormément de visiteurs. On est à plus de 10 000 visiteurs rien que pour la première semaine. 80% de nos visiteurs sont quand même japonais, donc on s'attendait à ça. Les Japonais sont très intéressés par le wine bar. Pas mal de dégustations au 3e étage et sur le belvédère. Et pour l'instant, une très belle expérience. Tout se passe très bien ici à Osaka. Au-delà des pavillons, Osaka 2025, c'est aussi des robots qui vous indiquent le chemin, des traducteurs automatiques partout et des expériences hyper futuristes. Bref, une expo qui joue à fond la carte du « demain, c'est maintenant ». Les précisions à Osaka de Thomas Zorniotti. Dans quelques jours, c'est le retour du semi-marathon international de Nice en 2024. Plus de 11 000 participants avaient pris le départ. Pour en parler, on accueille ce matin notre invité, Pascal Thiriot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Azur Sport qui organise ce semi-marathon. L'édition 2025 aura lieu ce week-end, principalement dimanche, avec la grosse distance, 21,1 km pour être précis. Il est possible aussi de courir seulement 10 ou 5 km. C'est ça le principe de l'événement, rester accessible à tous ? Oui, depuis plus de 30 ans que je préside cette association. Je travaille sur la démocratisation de la course à pied, et donc de rendre accessible à tout le monde la course à pied. Et le week-end va même démarrer le samedi après-midi avec un relais des familles pour ouvrir aussi la course à pied aux jeunes et aux parents. On parle de semi-marathon international. Il y a beaucoup de coureurs étrangers, c'est pour ça qu'on le qualifie comme ça ? Il y a beaucoup de coureurs étrangers, mais surtout on met des têtes d'affiche. Derrière, donc des coureurs africains, des hauts plateaux pour toujours jouer la performance et avoir des locomotives. Et on est à 20% d'étrangers. Combien de participants cette année exactement ? Cette année, on va avoir un week-end avec plus de 17 000 personnes. On a été obligé de modifier le programme. L'an dernier, on avait 11 000 personnes sur la distance 21 et 10 qui partaient tous en même temps. Et là, ça ne passait plus maintenant. Donc, on a fait le 21 km. Donc, ne courront ensemble que ceux qui partiront pour le 21 km à 8h du matin et le 10 km à 11h. Et à midi, le 5. Et
les plus téméraires pourront même enchaîner les 3 heures. Oui. Et quelles sont les spécificités de ce parcours? La promenade des Anglais, je suppose, et après peut-être partir un peu dans les hauteurs, non? Ou alors ça reste que sur la prom? Non, on fait une bonne partie sur la promenade des Anglais. On s'en va, on prend le quai Aérobac-KPE, on s'en va sur le long du port, on revient par derrière et ensuite on va dans les jardins Albert Ier. Donc on essaye de faire découvrir une certaine facette de la ville de Nice. Pas aussi large que je le souhaiterais pour des raisons de sécurité, mais en tout cas, on aura un bon cliché et de très bonnes images pour tous les touristes qui vont être là. Je l'ai dit, là, le but c'est de faire aussi découvrir la ville de Nice, Oui. c'est ça, à la fois pour les coureurs, pour ceux qui vont pouvoir les applaudir aussi, parce que j'imagine qu'il y a des participants qui viennent un peu mettre de l'ambiance là-bas. Ah oui, non, mais c'est un week-end qui va être très très chargé, donc il y aura beaucoup de monde. Je vous dis 17 000 personnes, on sait en moyenne qu'ils sont accompagnés par 2,5 personnes en moyenne, donc ça va faire du monde au-delà des purs niçois qui seront spectateurs. Et du coup, je crois savoir qu'il y a une petite récompense si jamais on court vite chez les participants. Expliquez-nous un peu ce principe de récompenser, par exemple, si on fait moins de 1h09 les 21 km, on a 100 € offerts, si je ne dis pas de bêtises. Si vous voulez, on a voulu donner la possibilité, étant donné qu'on fait venir des coureurs internationaux, ces coureurs trustent la grille de primes. Donc pour s'élargir et donner la possibilité à quelques régionaux de pouvoir gagner un petit peu de monnaie, donc on a mis des primes à la performance pour les hommes et pour les femmes. Et comment on se finance comme ça pour une association? D'où viennent ces financements? Les financements viennent dans un premier temps de la collectivité de la métropole ville de Nice, une autre partie sur les partenaires privés et ensuite les inscriptions. Tous les dossards ont été vendus là, c'est sold out comme vous dites. C'est sold out, alors c'est vrai, c'est un phénomène d'après-Covid et qui est national. Oui, les gens se remettent à la course en fait. Ah oui, les gens se remettent vraiment à la course et là on a des questions, des gens qui nous disent quand est-ce qu'on ouvre les inscriptions pour 2026. On dit attendez, laissez-nous déjà passer 2025 et puis on va repenser après 2026. Combien vous avez de personnes qui se mobilisent au sein de votre association ou autre d'ailleurs pour organiser un tel événement? On a 7 salariés permanents, puisque on organise la prom classique au mois de janvier, le marathon du golfe de Saint-Tropez, le semi-Nice et le marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes. Et cet été, on a aussi le village trail de la Colle-sur-Loup. Donc là, ce sont 7 salariés permanents. Après, on a au moment de la période de chaque événement, on a une quarantaine de piliers forts. Et puis, suivant l'événement, on a entre 4, 5, 600 ou même 1200 bénévoles qui sont là quand c'est le marathon. L'événement existe depuis 1991, c'est ça? C'est ça. C'est une institution à Nice? C'est une institution à Nice et pas qu'à Nice. On va dire le semi-Nice est gravé dans le calendrier national et international et reconnu par toutes les instances fédérales. On parlait du nombre de participants là, qui a déjà donc bien augmenté par rapport à l'année dernière. Vous avez une jauge où à un moment donné vous allez dire on peut plus accueillir, on peut pas augmenter encore oui, on a une jauge qui est qu'une jauge technique du fait, si vous voulez, qu'on est obligé de faire un grand événement, mais dans un espace très réduit. Donc il faut qu'on ait un peu plus d'espace, qu'on puisse s'exprimer un petit peu plus et surtout que le coureur puisse courir et prendre du plaisir. On est là pour essayer de faire des beaux événements et avec une vraie valeur ajoutée et que tout le monde y prenne du plaisir et pas que faire de la masse. Bon, au moment du départ, en tout cas, on le voit. C'est une masse qui s'élance là sur la C'est impressionnant. Merci beaucoup Pascal Thiriot d'avoir été avec nous. Vous êtes, je le rappelle, donc le président de l'association Azur Sport qui organise donc ce semi-marathon international de Nice qui aura lieu ce week-end. Et merci à Quentin Barbaza pour la co-animation de cette interview. Il est bientôt 9h. On va terminer cette émission avec l'agenda culture, tout ce qui est à découvrir dans les jours prochains. On fait le point avec vous, Juliette Goubert. Vous
avez toujours rêvé de devenir détective privé dans une autre vie. Ce rêve devient presque réalité. À partir de 19h, vous endosserez le rôle de stagiaire aux côtés du célèbre enquêteur Séraphin Limier pour résoudre un mystère intrigant. Muni d'une tablette et d'une casque audio, vous partirez sur les traces d'un voleur à la précieuse toile d'Ormorton. À vous de découvrir le coupable. Rendez-vous le samedi 26 avril à 19h à la médiathèque Émile Tormator au Broc. L'entrée est libre et gratuite. La fête des fraises célèbre déjà sa 50e édition ce samedi 26 avril. Et oui, une belle occasion de partir à la rencontre des producteurs locaux et des artisans à la Villa Geoffrey. Et pas besoin d'avoir la main verte pour en profiter. Animation, spectacles et ambiance festive rythmeront la journée jusqu'au bout de la nuit. Rendez-vous sur la place Sully Frescolini à Carros pour ne rien manquer de cet événement incontournable. J'aimerais garder. Enfin, Pierre Garnier remonte sur scène pour une grande tournée solo dans les Zéniths de France. Depuis sa sortie remarquée de la Star Academy, le chanteur de 22 ans enchaîne les succès, portés notamment par sur tube Ce qu'on était, certifié single de diamant. Il sera en concert à Nice au Palais Nicaïa le mercredi 30 avril à 20h. Des places sont encore disponibles entre 39 et 69 euros. Voilà, des bonnes idées de sortie en tout cas que vous nous partagez ce matin, Juliette Goubert. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à Bastien Rag à la technique. Vous le retrouvez tous les mardis dans son émission Azurément Sport à 18h15 sur EDJ-FM. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de la matinale. Et en attendant, l'info continue sur exactinfo.fr. Très belle fin de semaine à tous.